Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Statut de Culture et tout de suite le sommaire de ce mercredi 4 avril. Près de 1000 artistes ont investi le Grand Palais à Paris, parmi eux un Lilan-Courtois. Nicolas Sane expose l'une de ses œuvres à Art Paris, Art Faire. Il défie les lois de la physique. Joanne Le Guillem propose avec Secret Temps 2 une réflexion philosophique sur l'équilibre et le pas grand-chose à découvrir dans le domaine de la cour Roland. Lui aussi manie différentes techniques du côté des arts plastiques. Germain Reuss crée des œuvres monumentales pour faire danser la couleur. Il a même créé des œuvres inédites pour son exposition à Montigny-le-Bretonneux. Près de 1000 artistes dans 23 pays différents et parmi eux, un Saint-Quentinois, Nicolas Sane, expose à partir de demain une sculpture lors de Art Paris, Art Faire au Grand Palais de Paris. Le rendez-vous de l'art moderne et contemporain et c'est une rencontre avec l'élan courtois que je vous propose, un reportage réalisé avec Aurélie Ronze. Des poutrelles d'acier mastiquées et peintes de couleur blanche, des lignes infinies. Cette pièce est réalisée en 2010 par Nicolas Sane, un sculpteur élan courtois. Elle fait partie d'une série de 3, dont les 2 premières lignes sont posées quasiment identiques. Et la 3e ligne vient changer la forme de la pièce et la perception de la sculpture. C'est une œuvre qui est sur un format horizontal, dû à la période d'un voyage fait dans le nord, à Dunkerque, où j'avais fait une résidence. Et ce qui m'avait intéressé, c'était de réfléchir sur la notion de l'espace, mais pas dans la verticalité, mais dans son horizontalité. Vendredi 30 mars, changement de physionomie. Les 800 kilos de l'œuvre sont sur le départ. Direction le Grand Palais à Paris pour une exposition d'art contemporain. Au Grand Palais, c'est la première fois. Et là, ça va être une semaine passionnante parce qu'on va rencontrer des collectionneurs, des professionnels, du public. Et on va pouvoir parler du travail, lui donner de la lisibilité. Voilà, ça va être un joli moment, une semaine assez éprouvante. Pendant 4 jours, Nicolas Sane partagera le monument parisien avec plusieurs autres artistes. Près de 1000 créateurs participent à Art Paris, Art Faire. Des sculptures éphémères en équilibre instable, une prestation qui bouscule notre perception du réel avec Secret Temps 2. Joanne Le Guillem crée un spectacle phénomène en perpétuelle évolution. Un rendez-vous à ne pas manquer dans le domaine de la cour Roland à jouer en Josas. Nous avons rencontré le créateur et interprète. Joanne Le Guillem, bonjour. Avec Secret, vous explorez les lois de la physique, les équilibres fragiles, c'est bien ça? Oui, entre autres. Mais je montre des pratiques minoritaires dans l'espace des points de vue. C'est-à-dire des choses qui ne se font pas, qui ne se font plus, qui ne se sont jamais faites. Et je montre ça sur une piste sous ce chapiteau-là derrière. Comment vous est venue cette idée? Comment vous en êtes arrivé à développer cette technique? Alors, ces techniques sont toutes issues d'un observatoire autour du pas grand-chose, qui est un observatoire autour du point. À une époque, j'ai voulu faire un point sur mes croyances et connaissances, et j'ai ouvert un observatoire autour du pas grand-chose, donc qui est un observatoire autour du point, en me disant que si j'arrive à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, je retrouverai forcément ce pas grand-chose dans n'importe quelle chose plus complexe. Et j'ai ouvert des multiples chantiers en regardant ce point qui m'ont amené à rencontrer des choses comme la mathématique, la géométrie, la philosophie, la topographie, etc. Donc toutes sortes de choses. Comme je m'étais dit que si j'arrivais à comprendre de quoi était fait pas grand-chose, je retrouverais ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe. Et finalement, ce qui est arrivé, mais à travers mon point de vue et pas à travers une connaissance établie. C'est-à-dire à partir de ce que j'ai pu observer du monde. C'est une réflexion très poussée et très précise. Mais alors, est-ce que vous êtes un savant, un chercheur ou un circassien? Alors, je suis plus un savant qu'un scientifique, mais quelque part, je suis plutôt un alchimiste non traditionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas issu de l'alchimie traditionnelle, mais de mon alchimie d'autodidacte.
Dans Secret, vous évoluez avec différentes matières, vous donnez des formes. Est-ce qu'elles vous résistent, ces formes, de temps en temps? Est-ce que vous avez des idées? Vous vous rendez compte que vous ne parvenez pas à les modifier? Oui, les choses, tout résiste. Disons que j'essaye surtout d'être avec. Je suis à l'écoute de la matière, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'instant. Chaque jour, les choses sont différentes, agissent différemment. Et j'essaye d'être là chaque jour avec le spectateur, avec la température, avec le temps, l'instant. Au début de cet entretien, je ne donnais que la première partie du nom en fait, de votre création. Secret, c'est en fait temps 2. C'est fait, c'est une deuxième partie. Vous avez commencé en 2013 et vous l'avez remis peut-être au goût du jour en 2012. Alors, c'est pas au goût du jour. Secret est un spectacle en évolution depuis un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une mutation, je garde. Il y a la moitié du spectacle qui se renouvelle complètement. Il y a un quart qui reste de l'ancien spectacle et un quart qui revient du précédent au dernier spectacle. Perpétuelle évolution qui s'insère aussi dans une recherche globale attraction. C'est de ce dont vous me parliez au début, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, avec Secret en 2, on a une partie du projet attraction qui est une petite partie d'un ensemble de travaux qui vont de l'art plastique à la performance, au spectacle vivant, aux conférences, pataphysique. Et bientôt à un projet culinaire, etc. J'investis un domaine assez large je cherche à délimiter les limites de mon espace de liberté. Et vous cherchez à ce que le public s'interroge sur ce qu'il devrait voir, ce qu'il ne voit pas, sur quoi il ne s'arrête pas parfois? Ce que je montre amène à... je montre des choses qu'on n'a plus l'habitude de voir. Après, chacun a un regard personnel qui est lié à son point de vue. Donc certains, oui, vont apercevoir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir parce qu'ils ne s'arrêtent pas dessus, parce qu'ils n'ont jamais pensé les regarder. J'espère apporter en tout cas une forme de déstabilisation qui est la direction de mon travail. Merci beaucoup Joanne Le Guillerme. Alors, Secret temps 2 est à découvrir à partir du 31 mars jusqu'au 12 avril. Germain Reuss ne se contente pas seulement de peindre. Entre rigueur et chaos, l'artiste alsacien multiplie les arts plastiques pour créer des œuvres monumentales, des créations inédites à découvrir au Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Nicolas Kirilowitz pour les images. Au détour d'un coup de pinceau, une sculpture. Germain Reuss manie les formes, les pigments et différentes techniques des arts plastiques. L'artiste fait danser la couleur. Quand j'ai une couleur rouge, par exemple, et que je veux un bleu, je suis obligé de passer à partir de la couleur rouge par une dizaine de couleurs pour arriver au bleu. Et je les pose sur la toile. Et donc vous avez une espèce de continuité colorée, une chose comme une ligne continue, comme ça, qui se déroule dans la peinture, dans chaque peinture. Avec sa peinture, il veut parler de jubilation, de plaisir immense. Germain Reuss fait de l'art monumental. Des pièces de près de 4 mètres de haut pensées pour le Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Quand je suis venu voir le lieu il y a plusieurs mois, j'ai pris des mesures et je tenais à le modifier par la taille des pièces. Donc toutes ces pièces ont été peintes en début d'année pour Saint-Quentin. C'est-à-dire elles n'avaient pas d'autre destination. Germain Reuss conjugue son art à la poésie, une pensée qui se poursuit à la médiathèque du Canal avec une sélection d'ouvrages jusqu'au 21 avril. Pour le coup de cœur de la semaine, on prend la direction de Saint-Cyr-l'École. Bertrand Pigné a quelques rendez-vous à vous donner. Écoutez. Le coup de cœur du cinéma Les Yeux d'Alsace cette semaine, ça n'est ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 films, mais 6 films. Nous participons cette année, comme depuis 4 ans, au festival Play It Again. C'est un festival qui a pour but de mettre en valeur les films du patrimoine qui sont nombreux à sortir sur les écrans français tous les ans. On en a choisi donc 6 cette année. 2 films français, Le Trou de Jacques Becker et Quai des Orfèvres de Clouzot.
Un film pour les grands enfants et puis ceux qui ont des souvenirs de ce film qui a été un grand succès, Billy Elliot de Stephen Daldry, Des Charlots, et puis 2 films américains importants, Les Moissons du ciel de Terrence Malick, le premier chef-d'œuvre de Terrence Malick, mais surtout Mon petit chouchou, Le lauréat de Mike Nichols, qui a fait découvrir au monde entier le talent de Dustin Hoffman. Alors Le lauréat, c'est cette histoire d'un jeune homme qui vient de finir ses études et puis qui va entrer dans une relation avec une femme d'âge mûr, jouée par Anne Bancroft. Évidemment, tout se complique quand tout à coup son père lui demande de sortir aussi avec la fille de cette dame. Cette dame, c'est Mrs. Robinson. Tout le monde connaît cette chanson de Simon & Garfunkel. Toute la BO a été faite par Simon & Garfunkel. Et voilà, c'est un très très beau film qui a permis à Mike Nichols d'obtenir l'Oscar du meilleur réalisateur en 1968, qui sort maintenant pour son 50e anniversaire et que j'aurai le plaisir de vous présenter le 20 avril en séance unique à 20h30 lors d'une ciné-conférence. Je vous attends donc au cinéma Les Yeux d'Elsa pour le festival Play It Again. C'est une première à Morpa, une semaine dédiée au cinéma israélien. 6 projections sont prévues au Ciné 7 à Elancourt et à l'organisation, le comité de jumelage de Morpa et l'association juive de Morpa et des environs. Et avec nous en plateau, Nicole Malaquin et Adeline Sidorov. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes respectivement la présidente et la vice-présidente en charge des relations avec Israël pour le comité de jumelage. Et la première question est toute simple. Comment vous en est venue l'idée de parler cette fois du cinéma ? Eh bien, c'est une idée qui nous est venue parce que cette année, l'État d'Israël va fêter les 70 ans de sa création et il fallait faire quelque chose pour les Morpasiens, disons, et puis pour les environs, évidemment, aussi. Et l'idée du cinéma nous est venue parce qu'il y a des films très intéressants, israéliens, sans doute peu connus par le public français, et nous avons pensé que c'était l'occasion de faire connaître à nos concitoyens. Voilà. Surtout que l'histoire de Morpa avec Israël est ancienne maintenant, plus de 20 ans, plus de 20 ans. Il y a un jumelage avec Tirat Carmel, si je prononce bien, c'est tout à fait ça. Depuis 95. Voilà, alors pareil, nous sommes la seule ville des Yvelines à avoir un jumelage avec une ville israélienne, et ça dure depuis 1995, et nous avons des relations très suivies avec nos amis d'Israël. Donc, à notre avis, il fallait faire quelque chose pour fêter les 70 ans de la création de l'État d'Israël. Des relations qui sont comment ? Qui sont artistiques, qui sont culturelles ? Les deux. Alors, nous avons surtout, alors bien sûr, des rencontres entre amis, on va dire, parce que c'est le but d'un jumelage dans une commune, évidemment. Il faut essayer de faire se rencontrer des Morpasiens et des gens de Tirat Carmel. Mais nous avons aussi des musiciens qui viennent, et en particulier, si on peut parler de ça aujourd'hui aussi, du 20 au 24 juin vont venir... un peu plus tard, mais... va venir l'orchestre de Tirat Carmel, et nous allons faire rencontrer nos jeunes musiciens du Conservatoire de Morpa avec les musiciens de Tirat Carmel. Il y aura un concert commun le 21 juin, donc peut-être, si vous voulez, on pourra vous en parler à cette occasion. Voilà. Ah, justement, parce que là, pour le moment, l'actualité qui est toute proche, parce que ça commence le 8 avril, c'est donc un festival de cinéma. Et le cinéma israélien est en fait très riche, qui multiplie les prix depuis quelques années, parce qu'il y a une politique qui a été mise en place en Israël depuis 2001. Et il y a des récompenses à Cannes, à Venise, à César. Et c'est notamment le cas d'un film qui a notamment, je pense, plus marqué le public français. C'est Le Cochon de Gaza, qui a eu le César du premier film en 2012. Et celui-ci, vous le diffusez le 11 avril. C'est bien ça ? Oui, d'ailleurs, il est déjà passé à la télévision au moins 2 fois. C'est un film assez drôle, oui. qui parle d'une situation assez cocasse. Oui. Quelques mots, peut-être ? Oui. Alors, je voudrais dire tout d'abord qu'il existe un festival du film israélien à Paris depuis 18 ans. Qui fait beaucoup de films, qui diffuse plus de 30 films. Ça dure une semaine. Compétition. Il y a énormément de films, de documentaires également, beaucoup. Et cette année, enfin, il y a même des prix qui sont décernés. Et cette année, c'était un hommage à Ronit Elkabetz, une grande actrice qui a disparu, d'ailleurs, l'année dernière. Et alors, bon, nous avons choisi des films que le public français ne connaît pas forcément, en dehors du Cochon de Gaza, et qui sont intéressants parce qu'ils montrent la société israélienne, et avec un point de vue, un regard parfois original, intéressant, dont on va parler à propos de chacun de ces films. Alors justement, on va revenir, parce que je vous parlais du Cochon de Gaza, c'est le plus connu. Qu'est-ce qui fait la particularité de celui-ci, peut-être
en plus du César. C'est un film un petit peu déroutant, un peu drôle, enfin très drôle d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir les affiches qui ont fait l'objet de ce film, les affiches de cinéma qui ont fait l'objet de ce film. Je peux en dire quelques mots? Oui, justement. Bon. Après, on regardera un extrait pour se rendre compte de certaines situations. C'est un pêcheur palestinien, un pauvre pêcheur palestinien qui ramasse dans ses filets, qui cueille dans ses filets un cochon vietnamien tombé d'un cargo. Alors il est très embarrassé parce que, évidemment, le cochon est un animal impur dans la religion musulmane et il ne sait pas quoi en faire, mais quand même il voudrait bien en tirer parti. Alors il va trouver une solution, qu'il n'est peut-être pas nécessaire de révéler parce qu'elle est rocambolesque. Ça va l'amener dans des situations un peu compliquées. Tout à fait. Et justement, juste pour se rendre compte, je vous propose qu'on regarde d'abord un petit extrait. Et encore des saloperies. Il faut absolument que tu le rejettes par-dessus bord ou que tu l'égorges. Mais je peux pas. J'aurais du sang impur sur les mains si je l'égorge. Pour vous, ce sera 100 $. Je vous le fais à 100. Que voulez-vous que je fasse d'un porc? Manger? Non, veut dire non. Les juifs d'en face, là-bas, ils élèvent des cochons. Je croyais que le porc, c'était interdit aussi bien pour les juifs que pour nous. Les juifs, ils sont pas cons. Ils trouvent toujours des solutions. Alors là, c'est un film qui parle de la société actuelle. Il est tout récent, mais souvent aussi le cinéma israélien s'inspire de son histoire, une histoire forte, une histoire chargée depuis 70 ans. La Shoah et 95. Alors, mais vous ne l'avez pas nécessairement vu dans votre festival. Non, on a choisi le dernier film, Un Juif pour l'exemple, parce que c'est un film qui vient de sortir. 14 mars 2018. Voilà, tout à fait. Et donc, on s'est dit que c'était bien aussi d'avoir un film qui vient de sortir et qui a un certain rapport tout de même avec le judaïsme, les juifs, l'histoire des juifs plus exactement. Mais ce n'est pas un film vraiment israélien. Mais c'était possible pour resituer un peu un contexte historique qui vous permettait de faire rentrer dans cette culture. Voilà, il y a un lien. Disons qu'il y a un lien. Mais ce n'est pas un film israélien. Et justement, en parlant d'entrer dans cette culture aussi, vous avez choisi de diffuser tous les films en VO. C'était important d'entendre cette langue? Oui, c'était important, puisque justement, ce sont des films israéliens. On veut parler du cinéma israélien. Ça a été d'ailleurs un peu compliqué parce qu'il a fallu faire un choix. Trouver des films qui avaient des sous-titres qu'on pouvait passer, parce qu'il y a énormément de films israéliens qui ne sont pas traduits actuellement. Qui ne sont pas traduits, donc ça nous a limité un peu dans notre choix de toute façon. Ça. Et pour ouvrir encore plus à la culture, vous avez 2 séances qui sont accompagnées de danse folklorique. Voilà, parce que nous avons une association culturelle à Morpa qui s'appelle Farandole et qui, justement, dont la spécialité est d'apprendre des danses israéliennes. Donc on a pensé associer cette association à notre festival et elles ont accepté avec plaisir tout de suite. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois, car une année, nous avions fêté c'était l'anniversaire des 20 ans du jumelage. On avait d'ailleurs passé un film déjà, mais c'était dans un cadre beaucoup plus restreint. Et la Farandole avait déjà dansé pour cette occasion. Très bien, merci à toutes les deux d'être venues en plateau. Et donc, pour se découvrir un peu plus le cinéma israélien, il se dévoile à partir du 8 avril au Ciné 7 d'Elancourt, qui est votre partenaire. Et la première projection a lieu à 18h15 avec une semaine et un jour. À Guyancourt, on met à l'honneur des artistes du territoire. Jusqu'au 29 avril, la salle d'exposition de la ville accueille Art Talent, le concours d'art visuel de la commune. C'est la 3e édition de ce rendez-vous. On écoute Bénédicte Elier-Coyne, la maire adjointe en charge de la culture de la ville. C'est vraiment divers, complètement toutes les esthétiques. Donc il y a de la sculpture, la peinture, de la photographie. Mais ce qui était important, c'est d'avoir un regard de professionnel. Le jury est composé de professionnels. Et le vendredi sera rock à la batterie de Guyancourt. Sur scène, Mademoiselle K, l'un des visages du rock féminin français. Elle était notre invitée le 14 février dernier. Écoutez. La relation de couple, la relation à deux, la relation avec les autres m'intéresse beaucoup. Et non, ce qui est nouveau dans cet album, c'est juste que c'est complètement obsédé par la rupture. Et du coup, c'est vraiment
tout le fil rouge de l'album, c'est la rupture, à part une chanson un peu à part qui s'appelle J'ai pleuré, qui parle plus de la mort, enfin de la mort des êtres proches et de notre rapport à eux au-delà de la mort. Et puis aussi de la tristesse. Mais tout l'album est vraiment axé sur la rupture et ça m'a permis du coup aussi de pas trop me stresser sur le style des morceaux que j'allais faire. C'est-à-dire il y a des morceaux électro, il y a des morceaux plus... il y a justement J'ai pleuré qui est très folk, il y a des morceaux aussi plus rock tout simplement. Et il y a aussi des morceaux en anglais, des morceaux en français parce que ça faisait partie de cette histoire et en fait, c'était pas un problème, quoi. C'était du moment qu'il y avait cette cohérence plus dans le propos et dans là d'où ça vient, en fait. C'est le dernier concert de la saison pour les solistes de la Ville-Dieu. Pour l'occasion, Marianne Piketty et Xavier Phillips invitent 3 jeunes musiciens pour jouer les quintets avec piano de Dvorak et Brahms. C'est un rendez-vous incontournable avec l'arrivée du printemps. Les fontaines du château de Versailles reprennent du service. Les grandes eaux rejaillissent dans les jardins. Michael Elmidoro pour les images. Unique, beautiful, it's beautiful. C'est féerique. Majestueux. Fabulous, amazing. Elles font toujours briller les yeux, ces grandes eaux du château de Versailles. Depuis plus de 350 ans, les 600 jeux d'eau débutent au printemps. Un ballet majestueux préparé par les 13 fontainiers. C'est toujours la même émotion d'offrir le travail de l'hiver où tout a été entretenu et réparé pour que l'année 2018 commence avec de belles eaux et va durer toute la saison. Au son de Jean-Baptiste Lully, Jean-Philippe Rameau et Marc-Antoine Charpentier, 55 fontaines et bassins s'animent. Parmi les nouveautés cette année, le bassin de Neptune. Le bassin de Neptune est un bassin qui est le plus vaste avec son système de fontaines anciennes de tout le château et un des plus vastes d'Europe, avec près de 150 mètres entre guillemets, de déroulé de fontaines. Par contre, comme il consomme énormément d'eau, il ne peut être mis en eau que très rarement. Donc on a trouvé un système automatisé dans le centre du bassin, là où il n'y a pas de fontaine ancienne, pour proposer au public à cet endroit une activité hydraulique qui ne soit pas celle de la fontaine ancienne. Avec plus de 100 représentations, les grandes eaux et jardins musicaux sont une invitation à la promenade dans les pas du Roi Soleil. Un instant suspendu qui attire chaque année près de 12 000 visiteurs par jour. Avant de nous quitter, quelques derniers rendez-vous à noter. Du côté de Plaisir, vous pourrez parler littérature. L'association Lecture et Dialogue organise une rencontre avec Marie-Hélène Lafont. L'écrivain échangera à propos de son ouvrage « Nos vies ». Et Romain Gary, sans doute pas besoin de présenter ses ouvrages, mais on connaît peut-être un peu moins son histoire. La compagnie Les Anges au plafond vous entraîne dans les années 60 aux États-Unis, quand l'auteur et sa femme recueillent un chien abandonné capable d'une extrême sauvagerie. Sa guérison est à découvrir samedi 7 avril. Et au Prisme, on accueille un clown féroce. Gilles Ostrowski transforme librement la légende des Atrides, d'une lignée maudite. Les fureurs d'Ostrowski passent au tragique sanglant, au comique plein de dérision. Extrait. Mais non! Imagine! Imagine! Et c'est la fin de ce 7 Culture. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain.